Car ce n'est pas seulement du soja. Ce n'est pas qu'une question de marché ou de récolte. C'est un acte de souveraineté, un défi frontal lancé à la domination occidentale qui, depuis des générations, pèse sur les ressources africaines. Pour la toute première fois, l'Afrique ne subit plus s'embrancher. Elle choisit son destin. Le Burkina Faso et le Brésil viennent de signer un partenariat agricole sans précédent, un pacte d'une valeur de 25 milliards de dollars. Mais plus qu'un chiffre, c'est le signal d'un séisme géopolitique. Dès les premières heures de l'annonce, Washington a ressenti un choc. Bruxelles a froncé les sourcils. Paris a convoqué ses conseillers. On parle ici d'un accord qui, en une nuit, a modifié la carte de la puissance mondiale. Dans les capitales occidentales, la stupeur a laissé place à la colère. Les fermiers américains, jusqu'ici maîtres du commerce mondial du soja, sentent leur monopole s'effriter. Dans les forums agricoles du Midwest, la frustration éclate. On parle de trahison, de chaos, d'un système tout entier en train de vaciller. En l'espace de quelques heures, l'Afrique a quitté son rôle de simple fournisseur docile pour devenir un partenaire incontournable. Imaginez un instant, si le destin de tout un continent avait pu basculer, à cause d'un simple champ de soja, quelque part au Burkina Faso. Cette image, à première vue, paraît absurde, presque surréaliste. Mais l'histoire parfois aime les symboles. Ce n'est pas un fantasme, ni une exagération. C'est la réalité bouleversante d'un accord qui secoue jusqu'aux fondations du monde et dont chaque détail mérite d'être exploré. Ce partenariat sud-sud dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il bouleverse l'ordre mondial installé, brise des décennies de dépendance et offre à l'Afrique une chance inédite, celle de prendre son destin en main. Mais il va bien plus loin en ouvrant la porte à une transformation économique profonde et à une nouvelle ère d'autodétermination. Comment ce virage s'est-il négocié, concrètement entre Ouagadougou et Brasilia? Qui sont les acteurs de l'ombre qui ont tout risqué pour ce pari? Pour saisir toute la portée de ce changement, il faut plonger dans les coulisses de ce pacte inattendu et comprendre comment il s'inscrit dans la longue lignée des luttes pour l'indépendance économique. Mais le risque est immense. Si l'Afrique saisit cette opportunité, elle peut changer la donne pour de bon. Si elle la laisse filer, elle risque de replonger dans l'ombre, perdant le contrôle de ses richesses, de son image et de son avenir commun. L'histoire regorge d'opportunités ratées. De la conférence de Berlin à la crise du cacao en Côte d'Ivoire, chaque occasion manquée a coûté cher au continent. Rien ne s'est joué au hasard. Derrière les portes closes, une poignée de décideurs africains et brésiliens ont tout misé sur une alliance risquée, prête à défier l'ordre établi. Leurs discussions nocturnes, loin des regards indiscrets, rappellent les grandes heures de la diplomatie secrète, comme celles qui ont précédé l'indépendance du Mozambique, ou les négociations entre le Ghana de Kwame Nkrumah et les États-Unis dans les années 60. Pendant des décennies, les règles du commerce alimentaire mondial ont été écrites à Washington, loin des terres africaines. Le continent, quant à lui, n'avait d'autre choix que de s'aligner, spectateur d'un jeu où il n'était jamais invité à la table des décisions. Ce déséquilibre n'était pas fortuit, il visait à maintenir l'Afrique dans une dépendance totale, génération après génération. Dans les champs africains, la réalité était bien plus rude. Multinationales et ONG arrivaient avec des solutions toutes faites, imposant des semences qu'on ne pouvait ni conserver ni replanter, des contrats opaques et des conditions qui privaient les agriculteurs de leur autonomie. La terre africaine devenait un simple rouage dans la machine à profit des puissances étrangères. Souvenons-nous du cas du coton burkinabé, bradé sur le marché international alors qu'il nourrissait des milliers de familles. Les États-Unis ont transformé le soja en arme silencieuse. Derrière chaque cargaison expédiée, chaque grain, se cachait une stratégie froide de domination économique et politique. Le soja américain ne nourrissait pas seulement des populations, il dictait les prix, imposait des lois et modelait les façons de cultiver selon les intérêts étrangers. C'est ainsi que dans les années 80, l'Argentine a vu sa filière soja asphyxiée par les subventions américaines, alors même que ses paysans luttaient pour survivre. Ce piège se resserrait à chaque promesse d'aide internationale. Derrière le soutien, il y avait toujours des exigences. Acceptez ces semences génétiquement modifiées, signez ces accords complexes, pliez-vous à ces règles, sinon, pas de soutien. Ainsi, la dépendance de l'Afrique n'était jamais brisée. Elle était soigneusement entretenue, année après année. Ce scénario s'est répété en Zambie, où les aides étaient conditionnées à l'achat d'intrants étrangers, piégeant les petits producteurs. Un jour, une nation a dit non.
Un jour, le Burkina Faso et le Brésil ont changé la donne. Comment une alliance inédite a-t-elle bouleversé l'ordre établi? Mais l'histoire le prouve. La soumission n'est jamais un destin figé. Regardez le Brésil. Ce géant sud-américain a connu, lui aussi, la domination des multinationales et la mise sous tutelle des puissances occidentales. Pourtant, il a fini par se libérer, développer sa propre filière agricole et devenir l'un des géants mondiaux du soja. Le Brésil démontre qu'un pays du Sud peut affronter les puissances du Nord et les défis sur leur propre terrain. Cette trajectoire rappelle celle de l'Inde, qui a brisé le monopole britannique sur le coton au XIXe siècle en créant sa propre industrie textile. Le monde entier a retenu son souffle face à cet accord historique. Mais derrière les chiffres, quels risques et quelles promesses pour l'Afrique? Accepter ces règles, c'est accepter de voir chaque année des milliards de profits partir vers d'autres continents. C'est accepter d'être un simple spectateur de la richesse que l'on produit. Pourtant, chaque chaîne peut être brisée. Chaque règle peut être réécrite, si l'on ose. L'histoire du cacao ghanéen, qui a longtemps enrichi l'Europe avant de profiter enfin aux producteurs locaux, en est l'exemple. Mais l'Afrique, tant que ses ressources restent sous contrôle extérieur, tant qu'elle importe des semences brevetées, tant qu'elle laisse d'autres fixer la valeur de ses récoltes, elle reste prisonnière d'un système qui l'appauvrit. Cette dépendance signifie pauvreté, perte de souveraineté et soumission aux intérêts étrangers. C'est ce que l'on a vu lors de la crise alimentaire de 2008, où l'Afrique a payé le prix fort pour des denrées qu'elle aurait pu produire elle-même. Un accord secret, des négociations sous haute tension, et un pari qui semblait impossible. Le Burkina Faso a-t-il franchi la ligne rouge? Oui. Et ce choix audacieux a bouleversé bien plus qu'un simple marché du soja. Pour comprendre l'ampleur de ce geste, il faut se rappeler la nationalisation du pétrole nigérien dans les années 70, ou encore la réforme agraire brésilienne qui a bouleversé l'équilibre du pouvoir foncier. Porté par un peuple avide de respect, le président Ibrahim a tenu tête à un ouragan de menaces, de promesses alléchantes et de tentatives de déstabilisation orchestrées par l'Occident. Ni les pressions diplomatiques, ni les offres de financement, ni même les ultimatums d'aide n'ont réussi à le faire fléchir. Il a compris qu'obéir, c'était condamner le Burkina Faso à rester une pièce sacrifiable sur l'échiquier mondial. Refuser, c'était risquer l'isolement, peut-être pire, mais aussi offrir à tout un continent une nouvelle perspective. Mais rien n'a été simple. Au fil des tractations, les signaux d'alerte se sont multipliés. Sabotage discret, pression sur les institutions bancaires, campagne médiatique pour discréditer l'accord. L'Occident a usé de tous les moyens pour défendre ses privilèges. Pourtant, les négociateurs burkinabés n'ont pas cédé. Chaque heure de résistance rapprochait l'Afrique d'une vraie autonomie. Le courage ne suffisait pas, il fallait une stratégie précise, une discrétion absolue et une confiance solide entre les deux pays. Cette alliance rappelle celle, jadis, entre l'Algérie indépendante et Cuba, qui ont su braver l'embargo et les pressions pour s'entraider. Pourquoi le Brésil, puissance agricole du Sud, a-t-il choisi le Burkina Faso parmi tous les partenaires possibles? Ce n'était pas un hasard. Le Brésil cherchait un allié capable de bousculer les règles, prêt à miser sur la coopération et non sur la soumission. Ensemble, ils ne voulaient pas seulement échanger du soja. Il s'agissait de bâtir une alliance stratégique, de montrer que deux continents longtemps marginalisés pouvaient imposer une nouvelle réalité, celle d'un commerce équitable, sans tutelle et sans dictat occidental. En cela, ils se sont inspirés de l'exemple sino-africain dans les infrastructures, mais avec la ferme volonté de ne pas répéter les erreurs du passé. Derrière les chiffres et les discours, ce sont les réalités du terrain qui diront si la révolution est véritable. Entrons au cœur de la transformation, là où chaque geste compte. L'effet domino est en marche. Du Niger au Mali, du Ghana au Nigeria, partout, les regards se tournent vers Ouagadougou. Pourquoi pas nous? L'onde de choc, partie de coulisses obscures, gagne la scène. Désormais, c'est tout l'équilibre commercial africain qui tremble. Être pionnier, c'est risquer d'être la cible, mais aussi ouvrir la voie à des millions d'autres. Cet accord Sud-Sud incarne un défi lancé au vieux monde. Le Sud refuse désormais d'être pillé, refuse que ses peuples soient sacrifiés sur l'autel des profits étrangers. Le Burkina Faso a exigé de négocier d'égal à égal, de miser sur la transformation locale, la création de valeur sur place et la souveraineté alimentaire. Le message est limpide. L'Afrique n'a plus à subir, elle peut devenir actrice de son destin.
Ce message, autrefois porté par les pères des indépendances, revient au goût du jour, mais avec de nouveaux outils économiques et une vision globale. Ce bouleversement n'est pas qu'une page d'histoire. C'est une promesse réelle pour chaque famille, chaque village, chaque agriculteur du Burkina Faso et, bientôt, du continent entier. Mais ce tournant, comment va-t-il transformer la vie quotidienne? Quels changements concrets sont à attendre pour les populations? C'est ce que nous allons explorer. En un éclair, l'Afrique cesse d'être simple consommatrice. Elle devient compétitrice. Le choc est total, immédiat, palpable jusque dans les villages reculés du Burkina Faso. Routes flambant neuves, écoles qui ouvrent leurs portes, hôpitaux équipés, tout cela rendu possible par la filière soja. Ce n'est plus un rêve lointain, mais une réalité qui s'incarne sur le terrain, sous les yeux de tous. À Bobo-Dioulasso, par exemple, la construction d'une usine de transformation crée des centaines d'emplois locaux et stimule l'économie de la région. Face à cette montée irrésistible, l'Occident est pris de court. Dans les capitales européennes et américaines, la panique s'installe. Marché en chute, influence qui s'effrite. Le lobbying devient brutal, les menaces de sanctions économiques se multiplient, l'intimidation s'affiche sans détour. L'ère du monopole occidental vacille et les certitudes d'hier s'effondrent. C'est le même désarroi qu'on a observé lors de la montée de la Chine sur le marché de l'acier ou de la Russie dans le secteur énergétique. Mais ce n'est qu'un prélude. Inspiré par l'accord Burkina-Brésil, un projet audacieux germe, forger un pacte continental africain. Une Afrique unie, coordonnant sa production agricole, fixant ses propres prix, garantissant sa souveraineté alimentaire. Ce scénario fait trembler l'ancien ordre mondial, car pour la première fois, les nations africaines entrevoient la possibilité de reprendre collectivement le contrôle de leur destin. Ce serait une première depuis la tentative de l'Organisation de l'Unité africaine de créer un marché commun dans les années 70. Avec ses ressources inédites, une génération inédite d'entrepreneurs et de leaders africains émerge. Ils ne sont plus de simples exploitants, mais des bâtisseurs d'avenir, capables de tenir tête aux plus grandes puissances. Le pouvoir change de main. Désormais, l'Afrique négocie d'égal à l'égal. L'agriculture devient le symbole d'une souveraineté retrouvée, et non plus celui de la dépendance. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, voient dans la terre une source de fierté et de prospérité. À Ouagouya, des coopératives féminines s'organisent pour transformer le soja en produits dérivés, comme le lait ou la farine, créant ainsi de nouvelles filières économiques. Ce séisme ne passe pas inaperçu ailleurs. L'Inde, la Chine et d'autres puissances du Sud observent, fascinées. Elles cherchent à conclure des accords similaires, à s'intégrer à la chaîne de valeur africaine, à bâtir un réseau sud-sud d'une solidité inédite. Le centre de gravité économique commence à pivoter, faisant vaciller l'équilibre mondial. Ce phénomène rappelle la création du groupe des BRICS, qui a bouleversé la domination du G7 dans les affaires mondiales. Pourtant, le danger est réel. Laisser filer ce moment, ce serait offrir à l'Occident l'occasion de resserrer son emprise, de bloquer l'émancipation, de réimposer de nouvelles chaînes. Cette fenêtre historique ne restera pas ouverte indéfiniment. Il faut agir sans délai, transformer l'essai, saisir l'histoire avant qu'elle ne se referme. Les exemples du printemps arabe ou de la révolution verte asiatique montrent que les occasions manquées sont rarement rattrapées. Mais dans l'ombre de cette révolution, de nouveaux défis surgissent. Rivalités internes, risques de déstabilisation, choix stratégiques cruciaux. L'Afrique doit décider, collectivement, comment franchir ce cap décisif. Les expériences du Nigeria dans la gestion du pétrole ou de l'Afrique du Sud avec ses mines soulignent l'importance de la cohésion nationale. L'indépendance ne s'offre pas. Elle se gagne, pierre après pierre, et s'entretient sans relâche. Il faut bâtir des institutions fortes, capables de résister aux pressions extérieures, mais aussi de garantir la transparence et la justice sociale. Un exemple éclairant est celui du Rwanda, qui a su transformer son secteur agricole grâce à une gouvernance innovante et participative. Investir dans la transformation locale est vital. Cultiver le soja ne suffit pas, il faut apprendre à le transformer sur place. Chaque village, chaque coopérative peut s'approprier cette révolution en soutenant la recherche africaine et l'innovation. C'est ainsi, et pas autrement, que l'Afrique assurera sa souveraineté alimentaire et économique sur la durée. Des exemples comme la filière cacao en Côte d'Ivoire, qui a investi dans la transformation locale, prouvent que la valeur ajoutée reste sur le continent. L'accord historique entre le Burkina Faso et le Brésil n'est qu'une première étape.
Pour que la révolution engagée ne soit pas qu'une parenthèse, il revient à chaque Africain, citoyen ou dirigeant, de s'organiser pour défendre ses avancées. Les représailles économiques et politiques ne tarderont pas. Les puissances étrangères chercheront à imposer leur volonté. Il nous faudra ensemble renforcer nos institutions et tisser des réseaux de solidarité à toute épreuve. L'histoire de la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte montre que la solidarité régionale peut faire basculer un rapport de force. La force de ce renouveau dépend aussi de la coopération africaine. Le Burkina Faso ne doit pas marcher seul. Le Niger, le Mali, le Ghana, le Nigeria, l'Éthiopie et d'autres pays doivent unir leurs forces. Partager connaissances, ressources et stratégies renforcera la résistance face aux tentatives d'isolement ou de déstabilisation. L'union fait la force et la solidarité protège des manipulations extérieures. L'initiative du plan Maroc vert, qui pousse à la coopération régionale, est un modèle à suivre. Mais le vrai danger vient parfois de l'intérieur. L'histoire l'a prouvé, les divisions internes, souvent attisées par l'étranger, sont le talon d'Achille des révolutions africaines. Tomber dans les pièges ethniques, politiques ou religieux, c'est ouvrir la porte à ceux qui veulent reprendre le contrôle. Seule la vigilance, l'unité et l'écoute mutuelle permettront de garder le cap. L'exemple du Rwanda, qui a surmonté ses divisions internes pour devenir un modèle de développement, devrait inspirer l'ensemble du continent. Aujourd'hui, la révolution commence vraiment. L'Afrique a ouvert la route. Que ferez-vous maintenant que le monde regarde ? La victoire ne se mesure pas qu'en chiffres ou en devises. La vraie réussite, c'est de bâtir une souveraineté durable, où chaque génération choisit son destin sans la peur de l'ingérence ni le spectre de la dépendance. Une prospérité bâtie sur la fragilité ou la corruption ne vaut rien. Les tragédies du pétrole au Nigeria ou du coltan en RBC montrent que la richesse mal gérée ne fait qu'accroître la misère et le chaos. Le chemin du changement sera semé d'obstacles. Sans vigilance, les menaces extérieures et la corruption intérieure pourraient tout faire basculer. Mais si chaque Africain accepte sa part de responsabilité, alors la révolution du soja deviendra irréversible. Chacun a un rôle à jouer, du cultivateur à l'enseignant, du fonctionnaire à l'entrepreneur. C'est l'engagement de tous qui fera la différence. Mais la réussite de cette révolution dépendra aussi du courage de regarder le passé en face et de tirer les leçons des erreurs d'hier. Car pour bâtir un nouvel ordre, il faut d'abord comprendre ce que l'ancien avait détruit. L'exemple de l'Afrique du Sud, qui a su tourner la page de l'apartheid par la vérité et la réconciliation, montre que l'avenir se construit sur la lucidité et la mémoire. Ce moment n'est pas un simple épilogue. Il marque l'aube d'un nouvel ordre. Par un accord inédit, d'une valeur de 25 milliards de dollars autour du soja, le Burkina Faso et le Brésil ont bouleversé les règles du jeu. Ils n'ont pas signé de simples contrats, ils ont bâti les fondations d'un monde où le Sud impose désormais ses propres conditions. C'est un acte de dignité. Pendant des décennies, on a pillé l'Afrique, étouffé ses voix, réduit ses ambitions à des chiffres dans des rapports occidentaux. Aujourd'hui, le continent tourne la page. La souveraineté ne s'attend pas, elle se conquiert, champ après champ, décision après décision. C'est la leçon de toutes les grandes transitions historiques, qu'il s'agisse de la décolonisation de l'Asie ou de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Mais attention, cet instant est aussi fragile qu'il est historique. Si l'Afrique ne saisit pas cette chance, d'autres refermeront la porte. L'enjeu n'est pas que financier. Il touche à la nourriture de millions, à la fierté retrouvée, à la capacité de choisir pour soi et de protéger les générations futures du cycle de l'asservissement. Laisser passer cette opportunité, c'est risquer que demain soit écrit sans l'Afrique. Ce qui s'est joué ici ne concerne pas seulement quelques élites éclairées. C'est un appel à se lever, partout, dans chaque village, chaque ville, chaque pays africain. L'heure n'est plus à la résignation. L'alternative existe, et la preuve est là. Des femmes et des hommes du Burkina Faso l'ont incarnée en changeant dépendance en force, précarité en espoir, isolement en alliance. C'est le même élan qu'on a retrouvé lors de la révolution de l'éducation au Sénégal ou du mouvement pour l'indépendance du Cap-Vert. Le temps de l'attente est révolu. Les regards du monde entier convergent vers l'Afrique, prêts à voir ce qu'elle en fera. La véritable révolution commence maintenant. Elle exige plus que des mots, plus que des promesses. Elle réclame la mobilisation de toutes et de tous, la vigilance, la solidarité
et le refus obstiné des slogans creux. Ce n'est qu'un début. Ensemble, écrivons la suite. Ne sous-estimez jamais la force d'un acte collectif. L'histoire vient de basculer, mais elle s'écrit chaque jour, à travers nos choix, nos engagements, notre capacité à rêver plus grand et à agir ensemble. À chacun d'agir, soutenir les agriculteurs locaux, exiger des politiques courageuses, tisser des alliances sud-sud, investir dans la transformation sur place, refuser la braderie de nos ressources. Ce sont ces gestes, répétés par des millions de personnes, qui donneront vie à cette révolution silencieuse, de l'Amazonie au Sahel. À Ouagadougou, à Bamako, à Accra, des milliers de jeunes s'engagent déjà dans l'agro-industrie, créant des startups innovantes qui transforment les produits locaux et inspirent une nouvelle génération.